Bonsoir Alexander Makogonov. Bonsoir. Merci d'être avec nous, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. C'est officiellement ce soir le retour de la guerre froide? Pourquoi? Non. Parce que là, on a deux présidents qui se font face et qui n'ont pas l'air d'être prêts à la réconciliation. En fait, toute la journée, si on parle de la télévision française, les chaînes françaises, comparer ou juxtaposer deux discours en faisant genre que c'est une sorte d'enclage des discours, etc. Mais non, pas du tout. Le président Poutine adressait son discours au peuple russe. C'était pas un discours anti-Occident comme vous le présentez. C'était un discours pro-russe pour les Russes. C'est pour ça que une grande partie de ce discours a été concentrée sur la Russie, sur son développement social, économique, financier, sur les gens. Il a quand même annoncé la suspension du traité sur les armes stratégiques. Ça, attendez, je vous présente, Ulysse Gosset. Oui, mais je vous présente. Vous êtes rapide quand même. Mais bien sûr, on va en parler. Parce que vous dites que c'est pas un discours anti-occidental. On va voir un essai dans une seconde. Mais simplement ce soir, donc, vous êtes face à Ulysse Gosset, face à Elsa Vidal, je le rappelle, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, et face à Pauline Simonet. Vous dites que ça n'est pas un discours anti-occidental. Premier extrait de ce discours de Vladimir Poutine ce soir. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, une défaite stratégique à la Russie. Pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. C'est ainsi que nous le comprenons et nous réagirons en conséquence. Car dans ce cas, nous parlons de l'existence de notre pays. Mais ils ne peuvent pas ne pas se rendre compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le terrain. Les Occidentaux veulent en finir avec nous. Personne ne dit ça en Occident, parmi les dirigeants occidentaux. Mais ce n'est pas les paroles qui sont importantes, ce sont plutôt les actes. On juge l'Occident par ses actes. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qui est utilisé comme un terrain de combat contre la Russie, l'Ukraine qui est pompée d'armes occidentaux, qui est truffée par les spécialistes occidentaux, qui entraînent les troupes ukrainiennes, les services de renseignement, etc. Et qui permettent à l'Ukraine de se défendre face à l'agression russe. C'est tourné contre qui, à votre avis? C'est tourné contre la Russie. Mais bien sûr, c'est une guerre sur toutes les formes, une guerre hybride qui comprend la guerre diplomatique, politique, économique, financière, médiatique, bien sûr, culturelle. Mais vous comprenez que ces armes sont tournées contre l'armée russe pour faire sortir l'armée russe d'Ukraine. Elles ne sont pas tournées vers la Russie. Elles ne sont pas tournées vers Moscou, ces armes. Non, mais ces armes qui deviennent de plus en plus sophistiquées avec le temps, ces armes qui permettent déjà de bombarder le territoire russe et permettront de le faire avec en plus de profondeur. Mais écoutez, ça amène à quoi? Ça amène à une escalade encore plus vaste. Aujourd'hui, Joe Biden a dit c'est le choix de Poutine, la guerre. C'est lui qui a décidé l'invasion, l'opération spéciale, comme vous dites. C'est lui qui pourrait l'arrêter d'un seul mot. Pourquoi ne le fait-il pas? Si vous redoutez justement cette pression de l'Occident avec les hommes, les armes, etc. Tout d'abord, pour le choix de la guerre. En fait, pour ceux qui la guerre a commencé, pour ceux qui l'histoire n'existe pas, alors la guerre a commencé hier. En fait, comme a dit le président Poutine, elle a commencé il y a un an. La Russie, non. Il y a un an, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La guerre civile a commencé en 2014, lorsque le régime de Kiev a commencé à terroriser sa propre population à l'est du pays, la population du Donbass. Cette guerre a été alimentée par les pays de l'OTAN et notamment par les États-Unis. Ça, c'est le premier et le plus grand bénéficiaire. Mais la Russie a aussi envoyé des services spéciaux, des agents dans le Donbass, vous le savez bien. Écoutez, mais là, j'en sais rien, mais ce qu'on sait vraiment, c'est que l'Ukraine préparait à attaquer le Donbass. La Russie était obligée d'intervenir parce que toutes les solutions, toutes les options diplomatiques étaient épuisées. Donc là, nous sommes intervenus pour défendre le peuple du Donbass, le pauvre peuple du Donbass terrorisé par son propre régime. Ça, c'est la première chose. Et pour assurer notre propre sécurité, c'est-à-dire neutraliser toutes les menaces qui provenaient du territoire ukrainien, transformé ces dernières années en tête de pont contre la Russie. Donc Poutine a décidé de faire la guerre. C'est lui qui a décidé, c'est son choix. C'est le choix de Poutine. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'arrêter si vous pensez que cette guerre est dangereuse et trop meurtrière? Mais alors, si vous vous souvenez un petit peu l'histoire, le 30 septembre, Poutine, au Kremlin, il a appelé le président Zelensky à revenir à la table de négociation. Le même jour, le président Zelensky, qu'est-ce qu'il a fait en réponse? Il a signé un décret qui interdit toute négociation avec la Russie. Alors,
Parce qu'il y avait eu notamment Boutcha et tous les autres massacres. Et que 4 régions venaient d'être annexées juste avant. Moi, je voulais vous poser une question, puisque aujourd'hui, si on a entendu le discours de ces deux dirigeants, c'est aussi parce qu'on est à 3 jours du premier anniversaire de cette invasion. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus, votre regard, votre analyse sur ce qui s'est passé pendant un an. Il y a un an, la Russie avait de tout autres objectifs. Moscou était aux portes de Kiev. Que s'est-il passé selon vous? Comment vous expliquez ce qui n'a pas fonctionné? Comment vous expliquez que la Russie en soit là aujourd'hui, si loin des objectifs initiaux? Quelles ont été les erreurs qui ont été commises? En fait, les objectifs restent toujours les mêmes. Donc, ces objectifs seront atteints par la voie diplomatique de préférence, mais puisque les perspectives diplomatiques ne se profilent pas, alors ce sera atteint peut-être par la voie militaire. C'est toujours les mêmes objectifs, ça ne change pas. L'Ukraine doit être démilitarisée, c'est-à-dire aucune menace en provenance de son territoire pour la Russie, doit être dénazifiée, donc aucune place pour l'idéologie nazie au niveau de l'État, au niveau de la société. Ça veut dire renverser Zelensky? Non, ça veut rien dire du tout. Si Zelensky... Expliquez-nous. Bon, écoutez, mais là, ça ne figure pas parmi nos objectifs. Si Zelensky est renversé... Dénazifier, qui sont les nazis et par qui faut-il les remplacer? Pour aller nous, jusqu'au bout. Ce que veut la Russie, c'est d'avoir à ses côtés un pays stable, prospère, un État normal, un bon voisin, un État, en plus un pays, c'est notre pays frère quand même. Hein. Donc là, on s'intéresse plus que tous les autres à l'Ukraine, paisible. Vous avez une étrange manière de montrer à votre pays frère, oui, justement, cette fraternité. Oui, mais parce que... Ça n'est pas ce que vous direz aujourd'hui tous les Ukrainiens. Pour développer dans l'espace médiatique ce narratif comme quoi la Russie est venue en Ukraine pour occuper l'Ukraine, envahir l'Ukraine, etc. En fait, on ne peut pas occuper l'Ukraine qui est déjà occupée. Nous sommes venus pour la déoccuper. De cette influence étrangère, de ces éléments néo-nazis dans ces structures gouvernementales, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Mais en fait, ce qui ne vous plaît pas, c'est que les Ukrainiens regardent vers l'Europe, regardent vers l'Occident. C'est ça qui ne vous plaît pas. Les Ukrainiens sont pris en otage par le régime qui n'a rien à voir avec le peuple ukrainien. C'est un régime, c'est juste un groupe de gens qui sont sponsorisés de l'extérieur et qui travaillent uniquement aux intérêts de leurs sponsors. Ils n'ont rien à voir avec le peuple ukrainien. Librement élu quand même avec des élections quand même. Librement élu, je ne sais pas d'où vous prenez ce mythe, mais si vous vous souvenez bien, en 2014, ce régime est venu au pouvoir grâce, entre guillemets, à un coup d'État illégitime, inconstitutionnel et sanglant. Inspiré de l'extérieur, alimenté de l'extérieur, soutenu financièrement aussi de l'extérieur. Donc là, il n'y a aucune légitimité pour ce régime-là. Mais ça n'a rien à voir avec la légitimité et la démocratie. Elsa. Mais récemment encore, Surkov, qui a été donc un conseiller de Vladimir Poutine, je dis ça pour les téléspectateurs français, et qui est à l'origine de la politique ukrainienne du président russe, reconnaissait qu'en 2015, la Russie n'avait aucune intention de respecter les accords de Minsk. Et on sait aussi, grâce à des hacks de ces emails, que les républiques du Donbass, DNR, LNR, en fait, ce sont juste des services du GRU qui ont été organisés pour créer des pseudo-séparatismes. Alors, DNR, LNR, Donetsk, Lugansk, et le GRU, c'est le renseignement militaire. Voilà, les territoires de l'Ukraine qui sont présentés comme des territoires demandant à être sauvés du joug de l'Ukraine. Donc, globalement, c'est une guerre d'influence que vous nous décrivez. Quand le précédent président Yanukovych était pro-russe, était au pouvoir, vous étiez tout à fait satisfait. Donc, vous admettez que vous avez déclencher une guerre pour une zone d'influence. Bon, ça, je pense que ça trompe personne. Moi, ce qui m'intéresse dans le discours de Vladimir Poutine, c'est ce développement, justement, pas sur la guerre, mais sur l'Occident décadent. Vous-même, vous êtes en France depuis... vous avez commencé à séjourner en France en 2006, je me trompe? C'est ça. D'accord. Et donc, vous vivez dans un Occident décadent. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que nous, on a vraiment du mal à comprendre pourquoi on est présenté comme décadent, comme pédophile, etc. Donc, c'est quoi votre perception en tant que Russe? Quand le président russe parle d'un Occident décadent, comme vous dites, je ne sais pas d'où vous avez pris ce terme, mais bon, je vous le laisse. Du discours d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui. Vous voulez qu'on écoute cet extrait? Oui, on va écouter l'extrait. Non, il n'a pas dit un mot décadent, mais on écoute cet extrait. On va écouter l'extrait, comme ça permet à tout le monde de savoir de quoi on parle, et on commente juste après. Voici donc Vladimir Poutine, tout à l'heure, face à l'Assemblée fédérale, regardez. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple. Destruction des familles, des identités culturelles et nationales. Perversion et maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie. Tout ceci est déclaré comme étant la norme. Et les prêtres sont même obligés de bénir les mariages entre homosexuels.
ça permet de vous reposer la question. Est-ce que c'est ça aussi que vous voyez en Occident, que vous voyez notamment en France? Tout d'abord, il n'y avait pas de mot décadent, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le président Poutine a présenté un petit peu des tendances assez inquiétantes que nous voyons aujourd'hui, notamment depuis la Russie à l'Occident. Si la question de pédophilie vous préoccupe tellement, donc là je peux vous expliquer plus ou moins d'où ça vient, cette vision des choses. Quand dans l'espace médiatique, sur Internet, il y a de plus en plus de publications des représentants de la communauté trans, LGBT, etc., qui appellent à ne pas appeler les pédophiles parce que ça les traumatise, vous voyez. Et ça devient de plus en plus répandu, tout ça. Mais personne ne dit ça. La loi française ne dit pas ça. Personne ne dit ça officiellement en France. Quand le ministre espagnol des égalités des chances, en octobre dernier, a proposé de décriminaliser la pédophilie, parce que, bon, les enfants ont le droit à l'expression sexuelle. Personne ne dit ça, Alexander Makogonov. En Espagne ou en France, personne ne le dit. Vous ne dites rien sur ça, mais là, nous savons que ça existe. Vous voyez, et ça préoccupe. Parce que si ça monte déjà à un tel niveau, ça devient préoccupant. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'un officiel espagnol, du gouvernement espagnol, a expliqué qu'il fallait légaliser la pédophilie. Vous vous rendez compte que ça n'existe pas, ce que vous dites? Vérifiez, tout simplement. Vous aimez bien le Check News, vérifiez, c'était en octobre dernier. Donc là, des tendances vraiment sont inquiétantes. C'est pour ça qu'on parle de ces sujets, parce que là, c'est à l'ordre du jour. Mais c'est pas dans la loi espagnole. Non. Oui, bien sûr, mais bon, on ne parle pas de la loi. Mais ça commence, vous voyez, et ça, c'est ça qui est inquiétant. Tout ce qu'avant, c'était un tabou absolu, c'était quelque chose d'épouvantable. Là, maintenant, on commence à essayer déjà à justifier les pédophiles. Mais pas du tout. En fait, la loi sur la pédophilie, notamment en France, elle n'a cessé de se renforcer depuis les années 70. Et si on parle de la pédophilie, en Russie, la situation était telle qu'en 2012, vous avez été contraint de prendre une loi qui a été d'ailleurs appelée par le représentant spécial des enfants, tellement on faisait face à une épidémie de crimes de pédophilie en Russie en 2012. Donc subitement, vous venez nous chercher des noix, votre président vient nous attaquer sur la question de la pédophilie, on a du mal à comprendre pourquoi. De la même manière, on est attaqué sur la question des mœurs, sur le mariage entre, d'abord l'union civile entre personnes de même sexe, puis le mariage, mais encore une fois, je vous pose la question. Vous êtes en France, vous êtes venu en France pour la première fois en 2006. Le pacte entre personnes homosexuelles était déjà autorisé. Après, on a autorisé le mariage. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Je ne comprends pas. En fait, vous êtes là depuis presque 17 ans, ou à peu près, avec des allers-retours. Si c'est si insupportable d'être face à un centre qui s'effondre, et si la Russie est si attractive, pourquoi est-ce que nous n'envoyons pas massivement nos étudiants en Russie? Pourquoi vos élites envoient leurs étudiants à l'étranger, dans l'Occident? Pourquoi Alexander Makogonov répond. Monsieur Makogonov. Mais tout d'abord, donc là, vous avez cité mon parcours. Oui. Là, c'est vraiment 17 ans. Les situations ont beaucoup changé depuis, vous savez, et ça change à des rythmes accélérés. Et c'est pour ça que ça nous inquiète. La pédophilie, personne n'en a parlé il y a une vingtaine d'années, mais là, maintenant, vraiment, essayez de vérifier ce qui se passe sur Internet, dans l'espace médiatique, dans les réseaux sociaux, vraiment, ça devient vraiment inquiétant. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Moi, je suis allé vérifier sur Internet, je suis allé voir sur votre site Internet, le site de l'ambassade de Russie. Je fais toujours ça quand vous venez sur notre plateau. Et alors, c'est fou parce que sur la première page, vous défendez, il est écrit noir sur blanc, vous défendez l'amitié entre la France et la Russie. Vous parlez de relations établies de longue date. On se souvient de la dernière fois que vous êtes venu il y a quelques mois sur ce plateau où vous expliquiez quasiment votre déception amoureuse vis-à-vis de la France, mais il y avait de l'amour là-dedans. Où est-ce que tout ça est passé? Cette relation, l'amitié entre la France et la Russie, tout ça s'est évaporé? Mais écoutez, mais pourquoi vous nous demandez à nous? Demandez aux autorités françaises où ça s'est passé. 3 siècles des relations absolument extraordinaires avec des hauts et des bas, sacrifiés au profit de cette soi-disant solidarité transatlantique. Cette solidarité qui, dans le cas de l'Ukraine, est basée sur la haine pure et dure à l'égard de la Russie, la solidarité est basée sur la russophobie. Alors là, les relations avec la Russie qui ont toujours été en quelque sorte une garantie pour toute l'Europe, pour la sécurité et la stabilité de l'Europe. Toute l'histoire le montre. Juste... Moi, je voudrais quand même revenir sur cette question. Vous ne répondez pas. Donc, la plupart de... Alors, je vais dire des noms. Les enfants du porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, ont étudié à l'étranger. Les enfants du ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, ont étudié à l'étranger. C'est le cas du fils également de la présidente du Sénat. C'est le cas du fils du président de la Douma. C'est le cas donc de... Même le fils Yakounine a acquis la nationalité britannique.
économique. Et aujourd'hui encore, le président russe a demandé à ce que l'économie russe soit moins offshore, que les actifs russes rentrent en Russie. Expliquez-nous, si vous êtes un centre de civilisation et d'attractivité tel, pourquoi vos dirigeants envoient leurs enfants se former à l'étranger et cachent leurs actifs à l'étranger? Je ne peux pas vous répondre pour nos dirigeants. Je peux vous répondre pour moi-même, par exemple. Moi, je fais le double master entre mon université, l'Université d'État des Relations internationales de Moscou, Guillemot, et Sciences Po Paris. Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'était un produit, en quelque sorte, unique, un mélange unique d'expériences, des meilleures pratiques de l'enseignement supérieur russe et français. Donc là, ça m'a permis vraiment d'élargir mon horizon, disons, intellectuel. Mais aujourd'hui, on est dans une guerre patriotique. Et ça me permet de faire face à vous aujourd'hui, cette expérience du passé. Ça nous permet d'avoir un dialogue. Donc là, voilà, j'en regrette pas du tout, j'en suis fier. Malheureusement, c'est gelé, ça n'existe pas aujourd'hui, donc là, ça n'existe plus. Mais le président lui-même appelle depuis 2016 les enfants des élites à revenir dans le pays. Or, ça n'arrive pas. Il parle même de ceux qui sont physiquement en Russie, mais dans leur tête en Occident. Et il doit demander instamment à ce que ces gens-là fassent revenir aussi leurs enfants et l'argent. Donc pourquoi ça ne se passe pas? Encore une fois, pourquoi les plus riches n'envoient pas leurs enfants combattre? On a quand même eu le fils, à nouveau le fils Peskov, qui a été appelé pour dire en fait, vous avez une formation de militaire, vous avez l'âge requis, vous n'allez pas combattre. Et sa réponse enregistrée était en fait, si vous savez vraiment qui je suis, vous savez que je vais régler ça à un autre niveau. Donc moi, je me demande ce que pense le Russe de base, qui lui doit aller combattre et qui est mal payé toute sa vie et qui voit des élites tout à fait hypocrites avoir des millions cachés à l'étranger, des étudiants et des enfants à l'étranger, mais n'envoyer personne au front. Peut-être que vous pouvez me citer une famille dirigeante qui a un enfant au front, une seule. Vous faites tout un rapport dans votre petite question, hein. C'est incroyable. C'est vrai, donc là, vous posez la question et vous y répondez vous-même. Alors là, je peux vous répondre d'une manière simple. Je ne peux pas vous répondre pour les élites russes, pour les décideurs, pour leurs enfants, pour leurs parents. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne sais pas, parce qu'il y a toujours les gens circulent. Vous voyez, les gens partent à l'étranger, les gens reviennent, les étudiants restent. C'est le processus normal. On vit dans un monde... on vivait en tout cas dans un monde globalisé. Voilà. Et là, c'était tout à fait normal de faire ses études dans une université X, dans un pays étranger, pour avoir cette possibilité de... Voilà, et vous nous dites que tout ça, c'est terminé depuis un an. Dans un instant, on écoutera Joe Biden, la réponse de Biden à Poutine, mais d'abord Pauline Simonet. Oui, je voulais vous poser une question, parce qu'il y a eu une annonce aujourd'hui dans ce discours de Vladimir Poutine, c'est la suspension de la participation de Moscou, dont parlait Ulysse à l'instant, au traité New Start, qui, entre Washington et Moscou, qui limite la quantité d'ogives nucléaires de part et d'autre, et Vladimir Poutine a même évoqué une possible reprise des essais nucléaires. Est-ce que ce n'est pas irresponsable de le faire au moment justement où le monde en a le plus besoin, de suspendre la participation à ce traité? Le problème, c'est que ce traité a été conclu, disons l'ancêtre de ce traité, START, a été conclu en 1991. C'est tout à fait une autre époque. C'était une grande ouverture après la chute de l'Union soviétique. C'était tout en... Oui, mais signé après par Medvedev, quand il était président, de circonstances. Signé aussi par Obama, etc. Exactement. Ça a marqué aussi une nouvelle étape dans la relation. Renouvelé en 2010. Oui, exactement. Les deux pays ont reconnu à l'époque comme quoi ils ne sont plus ennemis, quelque chose comme ça. C'est la formule. Et donc... La préambule à ce traité prévoit les mesures de transparence visant à renforcer la coopération, la transparence, tout un tas de mesures. Mais là, maintenant, les États-Unis qui déclarent ouvertement leur ambition d'infliger à la Russie une défaite stratégique, mais comment on peut coopérer dans le cadre de ce traité, comment on peut laisser les experts américains sur notre territoire avec leurs inspections. C'est tout à fait impossible. Qu'est-ce qu'il veut, Vladimir Poutine, lorsqu'il dit on va reprendre les tests si les Américains les reprennent? Est-ce qu'il veut faire peur aux Occidentaux? Est-ce qu'il agite la menace nucléaire? Selon les informations que nous avons, les Américains travaillent sur de nouveaux types d'armes nucléaires qu'ils pensent à tester un jour peut-être. C'est pour ça que le président... Il ne menace personne. Il avertit que dans le cas des essais nucléaires effectués par les États-Unis, nous devons être prêts à effectuer nos propres essais. Je voudrais qu'on écoute la réponse de Biden à Poutine. C'était cet après-midi à Varsovie. Je m'adresse une nouvelle fois aux citoyens russes. Les États-Unis et l'Europe ne cherchent pas à contrôler ou à détruire la Russie. L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie.
contrairement à ce que Poutine a dit aujourd'hui. Vladimir Poutine a choisi cette guerre. Chaque jour de guerre supplémentaire, c'est son choix. Il pourrait arrêter cette guerre d'un mot, c'est simple. La Russie arrête d'envahir l'Ukraine et fin de la guerre. On en revient à ce que vous disiez, Ulysse Gosset, tout à l'heure. C'est votre choix. L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie. C'est ce que dit Joe Biden aujourd'hui. Sinon, d'une certaine manière, les troupes occidentales seraient déjà en Ukraine. Elles seraient déjà à vos portes. Vous savez, Personne ne veut ça en réalité. c'est une très belle chanson à l'américaine, avec un sourire à l'américaine aussi. Et contre cette chanson, il y a une très belle chanson française, interprétée par Dalida et Alain Delon à l'époque. Parole, parole, parole. Je ne m'attendais pas à ce que vous chantiez ce soir. Le problème, c'est que nous, les Russes, nous connaissons très bien le prix de ces propos, leur vraie valeur. Au début des années 90, après les chutes de l'Union soviétique, après tout un tas de problèmes pour notre pays, et la réunification de l'Allemagne, on nous promettait quoi? On nous promettait que l'OTAN nous bougerait vers le territoire russe d'un pouce, d'un seul pouce. En Allemagne de l'Est. À partir de ce moment-là, l'OTAN a eu 5 vagues d'élargissement et s'est rapproché de nos frontières, à tout près de nos frontières. Donc là, on partage déjà la même frontière. Donc l'Ukraine, c'est un cas à part. C'est vraiment un grand investissement de la part des États-Unis parce que l'Ukraine était censée servir une tête de pont contre la Russie et peut-être un territoire depuis lequel l'OTAN pourrait dissuader complètement notre pays et donc la tenir sous sa pousse. Parce que là, dans le cas de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN... Vous pensez sérieusement qu'il y a un complot américain contre la Russie? C'est ça votre thèse? Non, mais c'est pas la question de complot. Non, c'est la politique, c'est la ligne politique dure menée depuis des décennies. C'est pas un complot, c'est pas quelque chose instantané. C'est une ligne politique très, très continue, conséquente. Non, mais en revanche, vous habitez en depuis France. La guerre froide. Vous ne pouvez pas ignorer les débats qu'il y a en France. Et c'est la même chose d'ailleurs aux États-Unis. Depuis le début, même avant l'invasion par la Russie, il était hors de question d'envoyer des troupes au sol. Vous entendez les débats. Alors sur les chars, ça a été extrêmement compliqué. Sur les avions, pas question. Si les Occidentaux avaient envie d'aller plus loin, de déborder les frontières, ils l'auraient fait depuis longtemps. Vous entendez, vous êtes ici en France, vous entendez ces débats. Que c'est pas la volonté. La volonté, c'est de défendre l'Ukraine. Tout d'abord, les États-Unis, avec leurs alliés de l'OTAN, sont présents en Ukraine sous toutes les formes possibles et impossibles. Tout type d'armement, il reste... Avec des soldats. Il reste... Voilà. Donc, en ce qui concerne les soldats, donc, les militaires de l'OTAN sont déjà présents sur le territoire de l'Ukraine. Des militaires, c'est les spécialistes qui entraînent les Ukrainiens. C'est les spécialistes qui gèrent peut-être l'équipement. C'est le renseignement, bien sûr. Et ça, c'est les mercenaires. N'oubliez pas. Parce que les mercenaires viennent de tous les coins des pays de l'OTAN. Des États-Unis, du Canada, de la Roumanie, de la Pologne. Et malheureusement de la France. Ça tombe bien que vous parlez de mercenaires, on va parler de Wagner dans un instant. Mais d'abord, je reviens sur une chose. Vladimir Poutine explique qu'il est en train de remplir ses objectifs en Ukraine, je le cite, soigneusement et méthodiquement. Ça veut dire quoi? Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Quel est votre but aujourd'hui? Parce que militairement parlant, on n'arrive toujours pas à comprendre. On voit que la situation est totalement engluée du côté de Bakhmout. Rien n'avance. On ne comprend pas où veut aller la Russie. Quand vous dites soigneusement et méthodiquement, c'est la traduction des propos du président Poutine. Ça veut dire que la Russie reste toujours dans le cadre de l'opération militaire spéciale. On ne va pas faire une guerre totale, une guerre à outrance, comme vous le dites. Vous voulez dire une guerre avec des missiles, des chars, etc. Donc là, il s'agit, encore une fois, d'un territoire, d'un pays frère, où habite le peuple frère, avec lequel nous partageons le même espace géographique, culturel, civilisationnel, avec lesquels nous avons des liens parentaux absolument indéfectible, parce qu'il y a des milliers de familles en Russie qui ont leurs parents, leurs proches en Ukraine, et pareil pour les Ukrainiens. Vous vous rendez compte à quel point ce que vous dites là est insupportable pour les Ukrainiens? Insupportable pour les Ukrainiens. Je ne sais pas. Qui se font bombarder depuis des mois et des mois par votre armée. Non, ils ne sont pas. Non. Il ne faut pas tout confondre. Ceux qui étaient bombardés régulièrement, c'est les habitants du Donbass. Et là, aujourd'hui aussi... ça, c'est votre discours depuis des mois. Oui, mais c'est aussi votre discours. Alors là, donc, vous pouvez vraiment citer un exemple lorsque les civils ukrainiens étaient massivement tués, bombardés, etc. Ça n'existe pas. Mais si, il y a eu des Kherson cet après-midi. 6 morts aujourd'hui, mais il y a eu les attentats contre la gare.
Il y a eu Mariupol, il y a eu les maternités. Tous ces clichés journalistiques, bien sûr. On les a vus, on a vu les images, on a vu les morts. Vous avez vu les images, justement. Il ne faut pas confondre les images. Et vous voyez autre chose que des images? Vous êtes en France. Aujourd'hui, avec les technologies modernes, on peut inventer toutes sortes de mises en scène, toutes sortes de montages et toutes sortes d'images. Donc la guerre, c'est du fake news. C'est ça. Mais on vit dans la guerre, dans la guerre entre les infos et les infox. Ça, c'est évident, parce qu'on ne mange jamais tant que pendant la guerre et après la chasse, comme disait Georges Clemenceau. Donc, on reste toujours dans le même paradigme, rien n'a changé. Une séquence à vous montrer ce soir, Alexander Makogonov. Emmanuel Macron, très tôt ce matin, à Rungis, au marché de Rungis, le président interpellé par un jeune homme sur la situation économique en Russie aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence-là aujourd'hui. Vous venez de publier les statistiques officielles. La baisse du PIB russe est un peu plus de 2% l'an dernier, officiellement. Emmanuel Macron n'y croit pas du tout. Vous avez confiance dans les instituts de statistiques russes? Non, mais... Non, moi non plus. Donc c'est eux qui disent moins 2%. Moi, c'est beaucoup plus. Vous allez bien? Ils ont des centaines de milliers de jeunes qui sont partis pour pas être mobilisés. Ils ont le truc ils ont perdu plein d'opportunités. Ils font du fric avec le gaz qu'ils vendent à d'autres. Mais le reste de l'économie, quand même, souffre beaucoup. Donc je ne crois pas du tout à ces chiffres. Ça, c'est de la propagande. C'est un pays qui n'est plus un pays démocratique libre avec un institut indépendant. Emmanuel Macron vous accuse de bidonner aux statistiques officielles. Écoutez, c'était à l'antenne de votre chaîne, je crois, aussi, et à l'antenne d'autres chaînes françaises, où j'ai vu les statistiques présentées par le FMI. Je ne sais pas si pour vous c'est du bidon, alors je ne sais pas alors quoi pour vous signifier quelque chose. La croissance pour cette année en cours, 0,3%. Pour l'année prochaine, 2,3%. Alors, de quoi parle-t-on? Mais alors, attendez, je vais préciser les choses. Vous dites effectivement que les chiffres du FMI sont les mêmes. C'est vrai. À un dixième près, les chiffres sont les mêmes. Alors, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron vous dit ça aujourd'hui? Lui qui, il y a quelques jours, déclarait qu'il ne fallait pas écraser la Russie, etc. Lui qui a essayé de maintenir un lien avec Vladimir Poutine, un lien de dialogue avec Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que le président français dit ça aujourd'hui? Je ne veux pas répondre pour le président français. Je vous conseille de vous adresser à son porte-parole. On lui posera la question, ne vous inquiétez pas. Mais vous, quelle est votre analyse de la situation? Je ne sais pas pourquoi il le dit. Vous savez, c'est la ligne principale dans l'Occident de dénigrer la Russie, de dire maximum des choses qui la diabolisent, qui la discréditent, etc. Donc, mais pour la première fois, il a dit qu'il souhaitait la défaite de la Russie en Ukraine. Qu'est-ce que vous avez comme réaction? Mais ça s'inscrit dans la ligne générale des pays de l'OTAN. Non, mais comment vous réagissez? C'est la première fois que le président français dit ça. Cela ne peut que décevoir. Après tout ce que la Russie a fait pour la France historiquement, je pourrais vous citer quelques épisodes, ça va vous choquer. Vous savez qu'en 1814, lorsque après les guerres napoléoniennes, les Alliés construisaient une nouvelle architecture de l'Europe, vos chers alliés là d'aujourd'hui anglais, donc là à l'époque c'était les Britanniques, les Prussiens, les Autrichiens, ils voulaient démembrer la France, tout simplement en quelques petits morceaux du territoire très facilement contrôlables, etc. etc. Devinez qui a dit son niet ferme et incontestable à ce projet-là? Le tsar russe Alexandre Ier. La France a été sauvée dans son intégralité, dans son territoire, avant les guerres napoléoniennes. Imaginez ça. Ça, c'était avant que l'Union soviétique ne s'allie avec l'Allemagne nazie pour dépecer la Pologne et défiler avec les nazis en Pologne. S'il vous plaît, arrêtez votre propagande. La bataille de la Marne. C'est pas de la propagande, c'est de l'histoire. La bataille de la Marne, lorsque les troupes allemandes étaient à une centaine de kilomètres de Paris. Vous n'avez pas occupé Varsovie en 1939 avec les nazis? Non. La Russie a commencé son offensive au front de l'Est. Ça a permis vraiment aux Français. Après que vous ayez été attaqué par les nazis, après. D'abord, vous avez défilé à Varsovie avec les nazis. Cette fameuse... Arrêtez avec vos nazis, franchement. C'est vous qui avez commencé avec les nazis, c'était il y a un an. Cette fameuse phrase de Maréchal Foch, si la France n'a pas été rasée de la carte du monde, c'est au courage des soldats russes qu'on le doit. Parce qu'au front de l'Est, Donc les Allemands étaient obligés de redéployer tous les troupes vous avez été de la Marne au front de l'Est. Parce que les Russes étaient là. Quand vos intérêts ont été mis en danger, vous vous êtes tournés et vous nous avez aidés. Avant ça, vous avez pactisé avec Hitler. Vous. Pas les Polonais, pas les Ukrainiens d'abord. Vous, l'Union soviétique. Vous voulez que je vous rappelle comment la France collaborait avec les nazis? Non, mais nous, on l'admet. S'il vous plaît. Nous, on a fait notre travail d'illustration. Vous niez avoir collaboré avec les nazis. En 1944, Charles de Gaulle est venu voir Staline. Absolument. Ils ont signé un pacte de l'alliance et de l'entraide. Ça a permis à la France, parce que les intérêts de la France à l'époque... Donc là, les alliés anglo-saxons, ils ne voulaient pas reconnaître Charles de Gaulle à la tête de la France, de cette nouvelle France. Tout à fait.
Ce pacte a permis à la France de revenir dans le rang des grandes puissances et être parmi les vainqueurs. Absolument. Et là, il y a eu maintenant, un petit coup de main de Churchill quand même. Et là maintenant, vous voulez la défaite de la Russie. Bien sûr, parce que la France à laquelle vous faites référence et l'Union soviétique ne sont pas les pays d'aujourd'hui. L'Union soviétique et la Russie, ce n'est pas la même chose. J'ai tout dit. On est quasiment à un an du bilan de cette guerre qui a commencé le 24 février 2022. Qu'est-ce que vous en faites comme bilan? Est-ce que pour la Russie, c'est un succès et lequel? Ou est-ce que c'est un échec? Qu'est-ce que vous dites à un an de la guerre? Le bilan principal, c'est que la Russie tient et tient bien. Malgré toutes les sanctions, 12 000 sanctions, c'est horrible, c'est le record absolu dans l'histoire de l'humanité. Malgré toute cette pression énorme du bloc occidental consolidé, malgré tous les défis, malgré toutes les circonstances, on tient. On avance. Nous avons réussi à prendre sous notre aile le peuple russophone opprimé de l'Ukraine. Maintenant, c'est la Russie. Ils sont revenus dans la famille, dans la maison natale, dans la famille russe. Ça, c'est déjà une réussite. On peut vous dire que l'Ukraine tient toujours, qu'elle est toujours indépendante et libre. Indépendante et libre. Donc là, j'aimerais bien quand même... Elle a toujours son président, son parlement, ses frontières qui sont bafouées, mais elle est toujours indépendante et libre. La seule chose dans laquelle l'Ukraine est libre, c'est de suivre les ordres des États-Unis. C'est la seule chose dans laquelle elle est libre. Indépendant, mais comment un pays peut être considéré indépendant si elle dépend... Reconnu comme tel par les Nations Unies. Il dépend entièrement des donations financières de l'extérieur. Comment elle peut être si elle est contrôlée entièrement, politiquement aussi de l'extérieur? Comment vous pouvez considérer ce pays Elle a tenu face à l'invasion russe. Elle n'a pas été soumise à la Russie. Non. Mais le régime tient toujours. Elle est tombée sous la coupe des États-Unis déjà depuis 2014. Donc là, elle n'est pas indépendante dans le sens pur du terme. C'est un État souverain, avec toutes les caractéristiques, mais ce n'est pas un régime. Pas du tout indépendant. Ça n'a rien à voir ni avec la démocratie, ni avec la liberté, ni avec l'indépendance. Alexander Makogonov, avant la fin de cette interview, il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé. Yevgeny Prigojine, on vous en parle à chaque fois que vous venez. C'est votre préféré. Ben oui, évidemment. C'est votre chouchou, on en parle. Wagner, le patron de Wagner, très mécontent de ce qui est en train de se passer sur le terrain et très mécontent aussi de ses rapports en ce moment avec l'armée russe. Oui, effectivement, alors c'est pas la première fois qu'Yevgeny Prigojine critique à la fois le ministre de la Défense et le chef d'état-major, mais cette fois, il est allé encore plus loin. Il a laissé éclater sa colère dans une vidéo de 7 minutes. A envoyé Yevgeny Prigojine, on rappelle qu'il a recruté notamment des milliers de prisonniers et qu'il est très actif notamment autour de la ville de Bakhmout. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, il s'en prend de manière très virulente, sans les désigner nommément, mais c'est très clair. Il s'agit du ministre de la Défense et du chef d'état-major. Il les accuse de refuser de donner à ces hommes du matériel et des munitions. Et il va plus loin. Il affirme que la hiérarchie militaire, c'est ce qu'il dit, n'est rien moins, selon lui, que des traîtres qui se rendent coupables de trahison. Écoutez. Aujourd'hui, 2 fois plus de combattants de Wagner meurent. Et il n'y a pas que. Il y a aussi les soldats d'autres unités que nous ne pouvons pas couvrir. Ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues alors que nous essayons de gagner cette guerre sont en train de travailler directement et totalement pour l'ennemi en l'aidant à briser la Russie. Son déclaration quand même extrêmement grave de la part d'un homme, même si on en sourit, mais qui a un rôle majeur dans cette guerre. Qu'est-ce qui se passe dans le camp russe? Est-ce qu'on risque de voir un conflit ouvert entre ces différents groupes? Que vous puissiez recevoir les réponses à vos questions, je vous conseille d'inviter M. Prigojine lui-même à votre antenne, en visio, en personne. Il vous répondra à toutes vos questions. Vous êtes le représentant de la Russie en France. Mais là, mais je ne suis pas représentant de M. Prigojine, qui est une personne privée. Non, mais ça fait désordre. Il est sur le front avec ses milices, avec ses détenus transformés en soldats à Bakhmout. Mais vous êtes en train de transmettre à vos spectateurs une certaine voix qui parle de quelque chose. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée si ça appartient à M. Ça vous choque pas ce qu'il dit? Je ne sais pas même si ça appartient à M. Prigojine. Je sais pas, ça ne me choque pas parce que je ne sais pas d'où ça vient. Aucune idée. Je ne peux pas le commenter. Est-ce que Prigojine est en train de devenir encombrant, de devenir un rival encombrant pour Vladimir Poutine? Et c'est pour ça qu'on chercherait à l'écarter. Pas du tout. À ma connaissance, il n'a aucune ambition politique. Il fait son travail, il est sur le front avec ses unités. Ah, donc vous dites quand même qu'il est sur le front avec ses unités, donc il aide l'armée russe. Vous l'avez montré vous-même à votre antenne. Il aide bien l'armée russe. Il était à Soledar, il est là. Il est là. Là, on ne peut pas le nier. Pour le reste, je n'ai aucune idée de ce qu'il a dans la tête, s'il veut défier quelqu'un ou s'il veut être quelqu'un. Bon,
Là, c'est vraiment ça. Mais lui qui avait porte ouverte dans les prisons russes il y a quelques semaines encore pour enrôler des prisonniers dans son armée privée, dans sa milice privée, désormais c'est terminé tout ça. Très bien. Et alors? Ah bah, je vous pose la question. Il y a quelques semaines, vous nous disiez non, je pense que ça n'existe pas, c'est impossible, etc. Là, vous nous dites, bah oui, et alors? Vous parlez de du fait qu'ils puissent recruter dans les prisons. Écoutez, mais recruter, bon, en principe, recruter dans les prisons, c'est une vieille tradition universelle. Ça existe presque dans tous les pays. Il n'y a rien de spécial dans ce genre de choses. Disons que dans les armées modernes, ça c'est moins. Écoutez, mais vos chers amis ukrainiens, ils ont commencé à recruter dans les prisons depuis les premiers jours du conflit. Ça vous fait rien, alors ça vous embarrasse pas du tout. Mais en tous les cas, on vient de recevoir ce soir une réponse du ministère russe de la Défense qui affirme que ces déclarations sont absolument fausses. L'idée que Moscou prive le groupe paramilitaire de munitions est complètement fausse. Voilà ce que dit aujourd'hui le ministère russe de la Défense.